Amis de TV Liberté, bonjour. Nous reprenons notre belle année et nous vous proposons toujours de bons films. Je rappelle, grâce à Maxime et à Frédéric, Maxime Gabriel et Frédéric Pic, pour ceux qui ouvriraient la télévision pour la première fois, qu'ils ont proposé mercredi dernier 2 très bons films. Red Rose, un film iranien, et un film aussi pour enfants, vice versa, que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai encore... Qu'il faut voir et qui est aussi un film pour adultes. Pour adultes, absolument. Moi, je milite sur ce film-là. Oui, c'est pour la famille. Qu'à vrai dire, j'ai mis 1 mois à aller voir, en me disant, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. Et en fait, pas du tout, parce qu'on aborde les émotions. Donc c'est un film sur les émotions et les différentes émotions qui composent nos personnalités. C'est 5 émotions qui se bataillent dans la tête d'une petite fille. Dans notre tête, mais avec toute une réflexion aussi sur la mémoire à long terme, les émotions, etc. Et du coup, quand on est adulte, on le comprend et on l'apprécie beaucoup plus, alors que quand on est enfant, on voit les petits bonhommes de couleur qui bougent. Bien sûr. Mais rappelez-vous, en juin, avant de partir, nous avions dit que c'était un bon film parce que nous avions du nez. Exactement. Frédéric Pic, vous avez une grande liste, vous avez vu beaucoup de films. Youth, peut-être d'abord. Nous l'avons vu tous les deux, Youth. Alors Youth, c'est un film donc, qui est sorti à Cannes, qui a eu une presse extraordinaire à Cannes, c'est le film des films, etc. Parce qu'il y a 2 bons acteurs, Harvey Keitel et Michael Caine. Exactement. Et c'est un film sur la vieillesse. Comme son nom l'indique, puisque ça s'appelle Youth. Oui. Voilà. Donc, vous voyez l'affiche avec les 2 personnes qui regardent une jolie fille qui rentre à poil dans une piscine. Moi, je n'ai jamais vu des jolies filles rentrer à poil dans une piscine. Je vois pas comment on a fait ça. Non, vous étiez mal placé. Non, mais ils ont inventé ça dans le film pour pouvoir faire une affiche racoleuse. Donc déjà, quand une affiche est racoleuse, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose dans le film. Et effectivement, c'est un film où on s'attendrait à voir la vieillesse et l'amour. Si tant est que plus on avance, moins on a de chance quand même. Et la vieillesse est peut-être une réflexion sur la mort, sur la vieillesse, sur le passé, de réflexion. Il n'y a rien. Il y a des paroles du genre t'as pissé, t'as fait 4 gouttes, moi j'en ai fait 3, etc. Bon, c'est très joli niveau. Non, mais c'est d'un niveau, c'est nullissime. Bon. Moi j'ai trouvé ça nullissime. À part quelques séquences, parce que c'est pas mal fait, la photo est belle, mais c'est un film complètement raté. Évidemment, il va être porté au nu, parce qu'il y a 2 grands acteurs, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-dedans? Alors, sur le même sujet, la vieillesse, il y a tout de même un très beau film. Ah oui, pardon. Moi j'ai eu l'impression d'être gérontologue. Voilà, c'est-à-dire que moi aussi je m'attendais comme Frédéric à voir un film qui porte une réflexion. Je me disais, moi qui suis encore un petit peu jeune, donc je suis en phase avec le titre. Je vais voir une réflexion sur qu'est-ce qu'être vieux aujourd'hui, puisqu'il paraît que 70 c'est le nouveau 50. Je me suis dit, on va voir des gens qui sont dynamiques, qui sont combatifs, qui ont encore des projets, des ambitions, etc. Et en fait, non. Puisque Frédéric... Ou alors, si ça n'est pas des ambitions, un passé qui revisite et qui est intéressant. Oui, un passé qui revisite. Et j'avais eu, parce qu'il y en a un en fait dans le film, un des 2 personnages principaux, qui a été un grand compositeur. Voilà, donc là je me suis dit, il va y avoir quelque chose autour de la mémoire, de la transmission, etc. Et en fait, non, c'est simplement que tout le monde a oublié qui il était, et pour tout vous dire, tout le monde pense qu'il est déjà mort, un peu ravalé au rang de Mozart, Bernstein et je ne sais qui d'autre, c'est-à-dire au rang de compositeur de musique d'ascenseur, dont tout le monde pense qu'il est enterré depuis au moins les années 60. On a l'impression qu'ils sont tous les 2 Alzheimer, parce qu'ils n'ont rien à dire. Et puis ils n'ont rien à dire. Ils se souviennent de rien. Donc c'est-à-dire que ça tient d'une conversation Obama pipi caca qu'on pourrait entendre dans une cour d'école du type maîtresse, j'ai fait pipi à côté. C'est peut-être pour ça que le film s'appelle Youth, parce qu'on a l'impression d'être un enfant de 5 ans. En tout cas, moi j'ai enchaîné entre gérontologie et enfantillage à peu près pendant tout le film. Et donc en clair, on s'emmerde. Et en plus, je pense que, comme disait quelqu'un de célèbre, la chair est triste. Mais alors là, on a le droit quand même au massage de vieillards, hommes et femmes. Je peux vous dire que la chair n'est pas triste, elle est vraiment dégueulasse. N'en rajoutez plus là, parce que... Ils auraient dû faire tourner Josiane Balasco, ça aurait été la totale. Non. Bon, alors, sur ce même sujet de la vieillesse, moi j'ai été voir Floride, parce que j'aime beaucoup Jean Rochefort.
Le Floride, c'est donc un grand industriel en retraite, veuf, qui descend lentement dans la vieillesse. Il vit seul dans sa belle maison près du lac d'Annecy et pour occuper son temps, il nettoie des très jolies lampes d'Aladin. Et il fait acheter à sa garde malade des jus d'orange de Floride, exclusivement de Floride, parce que sa fille habite en Floride. Or, cette dernière est morte dans un accident de voiture déjà il y a 10 ans. Donc, le problème est posé. L'homme rentre doucement dans ce qui est probablement l'Alzheimer. Le mot n'est pas prononcé. Et donc, cette espèce de va-et-vient entre la logique et l'émotion, entre le rationnel et la fantaisie, parce que Jean Rochefort nous donne, est extrêmement facétieux, et ces gardes malades, quand elles sont jolies, ça va, quand elles sont pas belles, il fait des tas de bêtises pour les ennuyer et faire en sorte qu'elles donnent leur démission. C'est vraiment un rôle pour lui, ça. Ça donne lieu à des... C'est assez joli. Alors, ceux qui ont connu cette situation de vivre avec quelqu'un qui est sans arrêt entre le réel et l'irréel auront quelquefois le cœur serré parce que c'est extrêmement bien joué et extrêmement véridique. Mais c'est tout de même très intelligent, c'est plein de poésie. Et c'est surtout, la photographie est magnifique. On est heureux. Et parce que bon, le cinéma, c'est tout de même de belles images. La moindre des choses au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, la moindre des choses. Et quand la photo est ratée. Et Sandrine de Kiberlin est très bonne aussi dans ce rôle de la fille qui supporte ce père à bout de bras, qui doit tout régler pour lui, et qu'il traite très mal, bien sûr, parce que c'est elle qui est là, et lui rêve de celle qui est en Floride. On passe un beau moment sur un sujet qui est tout de même triste et dramatique et qui se termine d'ailleurs de façon beaucoup moins drôle que ça n'a commencé. Je ne dis pas la fin. Est-ce que Sandrine Kiberlin est bonne dans le rôle, parce que c'est une très bonne actrice, et est-ce qu'elle est toujours aussi mal coiffée? Elle est toujours aussi mal coiffée, mais ça c'est une... C'est une constance chez elle. C'est une constante chez toutes les actrices contemporaines, chez tous les jeunes. Celle-là, c'est encore Vouloir être bien coiffée aujourd'hui, c'est être fasciste. C'est comme le point-virgule pour Roland Barthes. Si vous dites à une jeune fille, coiffe-toi et arrête d'avoir les cheveux dans la tête... Oui, non, mais là, on n'est pas une jeune fille, c'est une actrice, et j'ai remarqué, elle est toujours mal coiffée. Elle est spéciale dans le cinéma. Mais toutes les actrices aujourd'hui, et surtout françaises, sont mal coiffées, Frédéric. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Jean Rochefort a dit lui-même que ce serait son dernier film. Oui, alors, c'est touchant aussi parce que parce que c'est son adieu. C'est l'homme qui raconte son adieu à la vie, absolument. Mais c'est aussi l'adieu aussi de je n'y crois pas trop. Est-ce que ce sera vraiment son dernier? On ne sait pas. Oui. Est-ce qu'il ne va pas continuer? Mais en effet, c'est très émouvant. C'est très émouvant et il y a certainement ce jeu du vieil acteur qui sent très bien que ses forces diminuent. Mais enfin, c'est un film très élégant. Voilà. Ça, c'est sûr qu'à son âge, maintenant, il aura du mal à essayer de rejouer Don Quichotte. Oui, à vous, Frédéric. Oui, à moi. Autre film. Alors, Marguerite. Marguerite, c'est un film de Xavier Janoli, qui est un très bon metteur en scène, et le sujet est très original. Et qui va sortir dans quelques jours. Ah oui, non, il sort bientôt, mais je ne donne pas les dates de sortie, les gens vérifient, voilà. Donc, le sujet, c'est une histoire véridique qui s'est passée en 1940 aux États-Unis. Une femme richissime, mais qui était passionnée d'opéra, s'est mise à chanter. Elle chantait totalement faux, mais elle faisait ça auprès de ses cercles d'amis, qui naturellement, avec l'hypocrisie dans certaines classes, personne ne lui a dit qu'elle chantait comme une casserole, tout le monde applaudissait, c'était merveilleux. Elle sponsorisait des tas de choses, donc il y avait le fric derrière, ça intéressait les gens. Et jusqu'au jour où elle a voulu faire un petit peu en public, et alors là, ça a été la grosse catastrophe. Alors c'est un film qui est en même temps comique et dramatique. Dramatique parce qu'il y a une histoire d'amour avec son mari la délaisse totalement, elle est follement amoureuse de son mari, il lui a des maîtresses, il se fout d'elle royalement, il la laisse faire cette espèce de délire.
Et c'est interprété d'abord par Catherine Fro, qui est absolument remarquable. Oui, c'est une grande actrice. C'est une grande actrice, comme on disait tout à l'heure, c'est une actrice qui n'a pas beaucoup de charme, ça c'est loin de là, physiquement, mais quand on la voit sur l'écran, elle est toujours parfaite dans ses rôles. Elle est toujours juste et elle choisit bien ses films. Et elle choisit très bien ses films, effectivement. Mais peut-être, comme on le disait avec Frédéric, qu'elle n'a pas de villa à Saint-Tropez à payer, ou 2 chauffeurs en permanence, ou 3 jardiniers, ou des manteaux de fourrure à savoir qu'en faire, et que du coup, elle peut se permettre de ne pas choisir de films alimentaires, contrairement à Jean Reno qui nous a sorti, on en a parlé la dernière fois. Oui, j'ai bien aimé votre chronique, je vous ai regardé, j'ai bien aimé. Et donc c'est un film qui est très amusant parce que quand elle commence à chanter, ils ont pris évidemment une chanteuse d'opéra qui sait chanter faux. C'est à mourir de rire. En même temps, vous avez des scènes assez dramatiques. Vous avez Michel Faux qui joue le rôle d'un chanteur d'opéra qui lui donne des leçons de chant. Alors vous avez des scènes extraordinaires et ce Michel Faux qui est un fou un petit peu, qui est quelqu'un qui fait du théâtre, qui s'est déjà montré cul nu, etc. C'est un peu un fou, mais là-dedans il est remarquable. Donc très belle interprétation, très belle photo. C'est remis en 1920 au lieu de 1940, donc vous avez des décors somptueux. C'est vraiment un très beau film. Un tout petit peu long si je devais faire une réserve. D'accord, très bien. Le suivant? Le suivant. Le suivant, peut-être le tout Nouveau Testament. Le tout Nouveau Testament. Allez, alors ça, passer rapidement sur ce film de Jaco van der Merwe, qui lui avait fait aussi Mr. Nobody, qui avait absolument pas marché. Là, on en fait un gros plat. C'est vrai que j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait intéressé, parce que les trois ou 4 petites séquences qu'on m'avait montrées, ça m'avait fait rire, mais c'est tout ce qu'il y a dans le film. Le reste, vous avez un Paul Verne un peu ridicule, qui est là, qui se prend pour Dieu. Alors, sur l'ordinateur, sa fille travaille à l'ordinateur, donc vous avez des gens, tout d'un coup, ils reçoivent sur leur mobile ou sur leur ordinateur leur date de mort. Alors, vous en avez 6, 7, 8, ça traîne, ça n'a aucun intérêt. Et lui passe tout le film à gueuler comme un âne, nom de Dieu, de bordel, putain, c'est quelques gens rient dans la salle. Oui, je vois pas l'intérêt de ce film, je veux dire, je trouve ça complètement raté. Vraiment raté. D'abord, l'affiche est nulle. L'affiche, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu l'immense bonheur de voir ça dans le ciel de leur ville, c'est Dieu existe, il habite à Bruxelles. Oui. Ce qui déjà intuitivement doit nous amener à penser le niveau du film. Le niveau est assez bas. Alors il y a Yolande Moreau qui joue toujours les imbéciles et les gens de concierge, ça n'a aucun intérêt. Catherine Deneuve qui est venue se fourvoyer là-dedans. On parlait à l'instant des films alimentaires. Et il joue aussi dans Famille à louer. Il reprend le. Qui est gentiment médiocre. Il reprend le sujet de. C'est Anouilh. Oui. Rendez-vous de Senlis, qui a imaginé cette idée de louer une famille pour faire croire à sa bien-aimée qu'il a une famille, qui vit dans une maison de famille. Alors là, le film Une famille à louer est quand même un tout petit peu différent, parce que il ne loue pas une famille pour faire croire à quelqu'un, il loue une famille pour voir s'il arriverait à en avoir une par lui-même. Absolument, mais aucun de nous trois l'a vu encore. Moi je l'ai vu. Vous l'avez vu? Bravo. Je l'ai trouvé gentiment médiocre. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, donc, Benoît Poelvoorde joue un pauvre type, qui est donc un richissime homme d'affaires qui a vendu sa start-up et qui vit seul dans une grande maison construite par Maëlle Stevens avec son majordome. Et il est complètement névrosé, etc. Il cherche peut-être à fonder une famille et il se dit, je vais en louer une. Pour voir si... Et il tombe évidemment sur une fille qu'il voit à la télé parce qu'elle s'est fait choper à voler de la nourriture dans un supermarché. Et c'est joué par Virginie Efira, la grande actrice. Belge aussi, qui a 2 enfants. Qui est jolie fille. Il arrive dans une espèce de taudis, mais littéralement, et il se projette avec ses 2 enfants qui sont finalement sympathiques. Et évidemment, l'intrigue s'articule autour de la question, va-t-il réussir sa vie de famille? Va-t-il tomber amoureux de la jeune Virginie Efira? Va-t-elle tomber amoureuse de lui? Sera-ce pour l'argent? Sera-ce plus authentique? Alors évidemment, gros suspense dans le film, puisque à la fin... On ne dit pas la fin.
Et ben voilà, à la fin. À la fin, c'est on ne le dit pas, mais à mon avis, on peut, pour ce genre de film, largement attendre la rediffusion sur Sister, peut-être même sur Chéri FM TV, c'est-à-dire la chaîne numéro 25. Et encore, le soir où ça passe, vous pouvez en profiter pour faire leur passage en même temps, parce que franchement, le niveau du film n'appelle pas un regard. Rien ne vaut une soirée sur TV Liberté. N'est-ce pas? Prochain et dernier film. Dernier, j'en ai d'autres, mais alors très rapidement, The Programme. The Programme, c'est quand même Stephen Frears qui l'a fait. Oui. Alors, allez le voir, c'est pas pour le cinéma, c'est pour le sujet. Le sujet, c'est Lance Armstrong et les problèmes de dopage dans le cyclisme. Alors, c'est fait presque comme un documentaire. Vous avez l'acteur américain Ben Foster qui a été un petit peu travaillé au maquillage et avec différentes choses, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Lance Armstrong. C'est très très bien fait. Pour ceux qui s'intéressent à ce problème du dopage, c'est remarquablement fait. On démonte totalement avec les vrais personnages, les entraîneurs, etc. On voit que c'est toute la mafia qui était au courant de ça. Les instances supérieures, ça a été étouffé. Ensuite, ils ont été obligés de... Là, c'est vraiment bien fait. On dénonce bien le scandale du dopage dans le sport et surtout cette histoire de Lance Armstrong qui en avait fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, un autre film que moi j'ai beaucoup aimé, qui est spécial, c'est celui de Ben Chettrit, qui avait fait, je ne sais pas si vous l'avez vu en son temps, J'aurais aimé être un gangster. C'est un garçon qui cherche de l'argent en production. Il a fait 3 films, Gino aussi, puis encore un autre qui n'avait pas très bien marché. Celui-là avait bien marché. Il est un peu marginal dans le cinéma français. Samuel Beckett donc a fait ce film-là, qui est un film avec, j'allais dire, quelques bouts de ficelle, parce qu'à un moment on voit une fusée qui atterrit sur le toit. C'est l'asphalte. Asphalte, absolument, Asphalte. Le titre est absolument anti-commercial, mais c'est parce qu'il a remis à l'écran des chroniques qui s'intitulaient, des nouvelles qui s'intitulaient Nouvelles de l'asphalte, etc., Chroniques d'asphalte, qu'il avait écrit en 95, je crois. Donc il reprend ça, il en fait un film. C'est très bien joué. Il y a Isabelle Huppert qui fait un numéro d'acteur extraordinaire. Son fils qui est dedans, qui est très bon aussi. C'est Ben Chettrit, c'est-à-dire c'est lui qui l'a réalisé, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a fait les dialogues. C'est un garçon très intelligent. Non, ça se passe. Vous avez 6 personnages. Donc 3 couples, si l'on veut, qui se passent dans une cité de banlieue totalement taguée, dégueulasse, etc. Alors vous avez un astronaute qui descend et qui tombe dans l'appartement sur quelque chose. Il se réfugie dans l'appartement d'une arabe. Alors vous avez des scènes cocasses qui disent il faut que je dise à la NASA où je suis. Je sais pas où je suis. La NASA prend, il lui passe la Rachida, qui est une vieille arabe qui est là. Allô, je suis... Alors elle dit pourquoi vous êtes terroriste, etc. Bon, avec tous les poncifs américains, il y a des choses vraiment très drôle. Et le reste, c'est une histoire d'amour un peu entre un personnage très spécial et puis Valéria Tedeschi, qui est bonne toujours dans ce même rôle. Qui est toujours bonne. Toujours bonne, mais toujours très triste, etc. Et puis aussi une autre histoire avec Isabelle Huppert et son fils. Et tout ça se passe, variation sur des personnages. En même temps, c'est une critique de la société, c'est une critique de la misère, parce qu'ils sont tous miséreux, en solitude, en grande solitude, et en même temps un message d'espoir. Mais c'est bien fait, je recommande ce film, vraiment. Ben Chettrit est quelqu'un d'intéressant. Asphalte, souvenez-vous de ça. Merci Frédéric. Alors, en résumé, Red Rose, le film iranien, Vice Versa pour toutes les familles, Marguerite, et le programme, nous allons dire en français, et Asphalte. Et Payous. Et surtout Payous. La récolte est très bonne. Merci beaucoup à tous les deux. Amis de TV Liberté, bonne semaine et à la semaine prochaine pour le cinéma. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette chronique, je lis donc je suis. Nous avons invité une grande vivante, une bonne vivante, et qui nous indique comment bien vivre. Claire Sévrac. Bonjour Claire Sévrac. Vous êtes venue dans cette télévision déjà pour présenter votre livre, le dernier, La coupe est pleine, avec Élise Blaise. Mais moi, j'ai lu votre livre récemment, vos 2 livres récemment, et j'avoue qu'ils m'ont beaucoup choquée au sens bénéfique du terme. Vous avez commencé par écrire « Complot mondial contre la santé ».
Et c'est l'éditeur, le grand éditeur Jean-Paul Bertrand qui vous a édité. Oui, je lui dois beaucoup parce que je pense qu'il est un des rares qui aurait eu le courage de le faire. Oui, c'était un homme libre. Nous parlons à l'imparfait parce que malheureusement, une maladie l'a emporté. Après, mais il a dû... vous avez dû bénéficier de cette horrible maladie qu'il a emportée. Il a compris qu'il avait... C'était juste avant. Hein. Il a accepté mon livre. Et j'ai su 2-3 mois après avoir signé qu'il était très malade. Qu'il était très malade, oui. Mais de toute façon, c'est un éditeur qui prenait des risques énormes. Oui, c'était un des rares. C'était un éditeur très libre. Oui. Il a beaucoup édité Vladimir Volkov et il a créé cette collection de la désinformation. Oui. Ce qui était un magnifique travail. Alors, replantons le décor pour ceux qui ne vous auraient pas encore connu, puisque finalement la télévision n'existait pas, TV Liberté n'existait pas quand le complot mondial contre la santé a été écrit. Donc, faites-nous un petit résumé de votre complot mondial contre la santé. En fait, moi, j'ai commencé à enquêter pour moi au moment de la grippe H1N1. Parce que vous êtes une poétesse, vous écrivez des chansons pour les chanteurs, vous n'étiez pas particulièrement... Moi, le début de mon parcours, si, parce que j'avais fait des études de sciences politiques que j'ai abandonnées rapidement pour écrire des chansons, effectivement. D'accord. Mais ça m'a toujours laissé... Enfin, c'est pas un hasard, c'est que j'avais cette espèce de conscience vis-à-vis des événements. Et donc, au moment de la grippe H1N1, je trouvais que c'était vraiment très bizarre, ce qui se passait, incohérent. Et j'ai commencé à enquêter, mais pour savoir moi ce que je devais faire pour ma famille. Et je me suis rendu compte très vite que c'était un tissu de mensonges. Et que c'était hallucinant ce qu'on nous faisait croire, parce que au début c'est très difficile d'ailleurs de basculer et de se dire mais finalement ce qu'on nous dit c'est que des mensonges. Et donc à partir de là j'ai regardé si ça se passait pareil dans le passé, si c'était la même chose pour les autres vaccins, voilà. Et donc je me suis rendu compte que c'était un nid de guêpes absolument incroyable, que c'était les multinationales qui dirigeaient tout. Et que voilà, il y avait des scandales autant... donc j'ai commencé à lister un peu tous les scandales. Et il se trouve que depuis 4 ans, tous les ans ou 2 fois par an, il y a un scandale qui me donne raison. En fait, oui, le deuxième livre, donc La coupe est pleine, et Nos enfants sont plus précieux que le CAC 40, donc dans votre maison d'édition, Elie et Mado Édition, vous montrez bien que comment définissez-nous l'action de ces grands laboratoires. On décide d'une grande épidémie, on dit il va y avoir une grande épidémie, et comme par hasard, le laboratoire fournit la réponse à cette grande épidémie pour rassurer la population. C'est là où c'est très drôle, c'est que, celui-là, La coupe est pleine, je l'ai écrit avec Sylvie Simon, qui était une grande spécialiste des vaccins et des scandales en tout genre dans l'industrie pharmaceutique. Mais c'est vrai que c'est très bizarre. Par exemple, la grippe H1N1, on s'aperçoit que Baxter avait déposé 1 an avant le brevet. Donc ou ils sont devins, ou alors ils savaient que dans 1 an, il allait y avoir une épidémie d'H1N1. Et c'est comme ça pour plein de choses. Quand on est un peu au courant, on peut les suivre à la trace. C'est-à-dire que on se rend compte du prochain scandale qu'il va y avoir. Et quand on vérifie, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, absolument rien de vrai. Par exemple, le vaccin contre le papillomavirus, qu'on nous vend comme le vaccin contre le cancer de l'utérus. Si moi je m'amusais à appeler ce vaccin un vaccin contre le cancer de l'utérus, on me dirait que je ne sais pas de quoi je parle. Et pourtant, quand les grands spécialistes, entre guillemets, viennent à la télé parler de ce vaccin, ils le vendent comme un vaccin contre le cancer de l'utérus, ce qui est faux. C'est un vaccin contre 2 ou 4 papillomas. Et tout est comme ça, c'est-à-dire c'est pareil pour le réchauffement climatique et pour tout le reste. On va rester sur les vaccins. Il y a plusieurs choses étonnantes que vous dites. Des vaccins dont la durée n'est que de 4 ans et on vaccine des enfants en très bas âge, donc on ne voit pas en quoi on doit les vacciner. L'hépatite B à un bébé de 2 mois, c'est complètement ridicule puisque ça se transmet en grande majorité par le sexe.
Donc pourquoi est-ce qu'on vaccine les bébés de 2 mois? Pourquoi surtout le pire, on fait La coupe est pleine, c'est plutôt un livre sur la manipulation et sur ce qu'on nous cache. Dans plusieurs domaines, on va y venir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on cache aux parents, si tout est bien et s'il n'y a aucune magouille, pourquoi est-ce qu'on cache aux parents qu'il y a d'autres valences dans un vaccin que celles qui sont obligatoires? Ça me paraît normal que les parents soient au courant de ce qu'ils mettent dans le corps de leurs enfants. Alors, ce qui est effrayant, c'est que vous montrez que toute la propagande, parce qu'il faut quand même bien appeler ça par son nom, c'est de la propagande, vous citez cette directrice de l'Institut de veille sanitaire qui renvoie toutes les études que beaucoup de gens ont faites sur les nocivités de ces vaccins et qui ose dire « il n'est pas indispensable d'avoir des chiffres précis ». Là, on reste pantois. C'est comme quand il dit c'est entre 1 million et 10 millions. Si par exemple vous faisiez le rapport avec la population de Paris, etc., c'est exactement comme si on disait à Paris, il y a entre 10 millions et 150 millions d'habitants. Je veux dire, Et puis, alors que vous fournissez des études absolument énormes sur, par exemple, le nombre d'autistes dans le groupe des gens des enfants qui ont été vaccinés. Mais on le sait depuis 2004. Il y a eu un bouquin qui est sorti en 2004 de Patrick Kennedy qui s'appelle Deadly Immunity, l'immunité mortelle, qui donne toutes les preuves du rapport entre l'autisme et le mercure qui était contenu dans les vaccins. C'est là où je trouve que c'est absolument dégueulasse pour les populations, c'est qu'on ne nous tient pas au courant et que les études qui sont nocives, on les occulte complètement. Elles n'existent pas. Et nous, on a droit qu'aux bonnes études. Et des livres comme ce livre-là a eu un effet? On a retiré le mercure de ces vaccins ou non? Pas vraiment. Sur certains, oui, mais on l'a remplacé par du squalène ou par d'autres choses beaucoup plus aussi nocives. Ouais. Et aussi, Patrick Kennedy explique bien qu'à la fin de la réunion, enfin du séminaire qui a duré 3 jours, quand l'industrie s'est rendue compte que le mercure produisait l'autisme, leur seul problème, c'était de savoir comment le cacher pour pas perdre la vente des médicaments. Oui. C'est assez sinistre et cynique. Alors, le deuxième livre, La coupe est pleine, Nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. Vous attaquez bille en tête, parce que c'est un petit livre très explosif, mais aussi très pédagogique, parce que et prophétique, parce que vous l'avez écrit donc en 2010, et on a l'impression que tout nous explose maintenant. Non, le complot, c'est 2010. Celui-là, ça doit être 2012, oui. C'est vraiment tout à fait, pour ceux qui n'auraient pas encore bien analysé tous les processus de l'argent virtuel, de tous les cracks financiers, vous donnez une très bonne explication. Cet argent virtuel, pour vous, est extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous appelez d'abord l'argent virtuel? Oui, mais parce qu'il n'existe pas. Oui. C'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus l'équivalent or des monnaies, je veux dire, les États-Unis font marcher la planche à billets. Nous, on n'est jamais au courant de rien en France, donc on ne sait pas. Mais et quand on va emprunter Étienne Chouard explique ça très bien. Quand on va emprunter de l'argent à la banque, et qu'ils acceptent de nous le prêter, c'est le seul moment où l'argent commence à exister, parce qu'il y a une écriture qui prouve qu'on doit cet argent. Donc on rembourse cet argent. C'est très machiavélique en fait. Oui, tout est machiavélique depuis la création de la réserve fédérale. Ils ont choisi de l'appeler la réserve fédérale. C'est le mensonge total. Pourquoi que les gens pensent que c'est une banque d'État. En fait, c'est une banque privée qui appartient aux banquiers privés. Et depuis qu'après, là c'était en 1913, nous en 1973, Pompidou et Giscard ont décidé de faire la même chose, de donner le privilège de battre monnaie et d'emprunter de l'argent aux banquiers privés. Alors, avec des sommes absolument étonnantes, vous parlez de l'emprunt sous Giscard, pour 6 millions empruntés, 6 milliards empruntés, il y aura 80 milliards de remboursements. C'est un rapport colossal.
Oui, vous savez, tous les paysans savent qu'il ne faut pas emprunter d'argent puisque ça coûte. C'est comme quand on nous dit qu'on veut sauver la Grèce et qu'on fait, bien sûr. Et qu'on lui reprête de l'argent. On prête aux banquiers privés à 0,01% et eux prêtent à la Grèce à 7%. Ouais. C'est du 700%. Ouais, c'est vraiment... Alors... il y a un autre sujet extrêmement grave, c'est le problème des semences, de tous ces autres grands groupes, principalement suisses ou américains, qui fabriquent des semences et qui là se croient aussi tout permis. Ça y est, je pense qu'ils ont bouclé la boucle. Là, le monde entier est infesté avec les OGM et les semences disparaissent de plus en plus. C'est-à-dire que ils ont récupéré toutes les semences du monde entier, dont ils ont mis les séquences ADN dans un coffre-fort en Alaska. Dont ils s'estiment propriétaires. Voilà. Et d'un autre côté, on n'a plus le droit normalement de vendre et de planter que les semences qui sont inscrites au catalogue des semences de l'Union européenne. Ouais, c'est une captation. Voilà. Et donc évidemment, ça coûte très très cher pour avoir une semence homologuée. Et donc ça peut être que les grands groupes. En fait, ils s'arrangent pour que ne soient homologués que ceux dont ils ont le brevet. Celles dont ils n'ont pas le brevet... ils récupèrent les séquences ADN, mais on n'a pas le droit normalement de les échanger. Et en plus, ils ont créé des semences terminators, c'est-à-dire qu'elles se suicident après la récolte, ce qui fait que quand on nous dit que les OGM c'est fait pour nourrir la population mondiale, etc., c'est un énorme mensonge aussi, pour la bonne raison qu'avant les paysans se passaient les semences, les graines, gardaient les graines des tomates, des concombres et les replanter l'année d'après. Maintenant, on peut pas puisqu'elles s'auto-détruisent après la récolte et elles sont pas bonnes à replanter. Donc ça oblige les paysans à racheter tous les ans des semences. Et à s'endetter, et finalement à se suicider ou à s'exiler dans les villes parce qu'ils sont dans un état de pauvreté. Et pour nous, c'est un autre inconvénient, c'est que finalement ils contrôlent les semences, donc ils contrôlent la nourriture qu'ils nous donnent à manger et est-ce qu'elle est bonne ou pas il y a de grands si, parce qu'en plus c'est souvent couplé avec des engrais et des pesticides. Justement, le glyphosate dont on entend beaucoup parler ces jours-ci, il serait temps. Et vous montrez comment, par exemple, les semences OGM, dont on dit que c'est la panacée, elles réclament beaucoup plus d'eau. Et dans des pays qui manquent justement d'eau, et les récoltes ne sont pas plus importantes du tout. Mais vous savez, il y a tous les jours de nouveaux... en ce moment, il y a un autre scandale qui va éclater. C'est ce qu'on nous vend comme les biocarburants, qui sont soi-disant extraordinaires et tout, mais on fait combien? Alors, c'est là où on voit qu'ils mentent, parce que si vraiment la population mondiale était affamée à cause de ça, pourquoi est-ce pourquoi ils prendraient autant de terre sur lequel ils cultiveraient des céréales pour faire des biocarburants, si c'était vraiment nécessaire pour nourrir la population mondiale? Ils s'en foutent, en fait, c'est juste le profit. Oui. Vous citez d'ailleurs des propos de McNamara assez effrayants sur la nécessité d'affamer et de tuer une grande partie de la population. Mais en fait, c'est parce qu'on ne veut pas y croire, parce qu'autrement, comme dit Pierre Hillard, il n'y a rien qui est caché. Quand on commence à enquêter, on trouve. C'était un ancien secrétaire d'État américain. Il est responsable des bombardements massifs du Vietnam, ancien président de la Banque mondiale. Il a soutenu systématiquement beaucoup de dictatures, mené les pays du Sud à un surendettement tragique. Et il aurait déclaré... Pourquoi vous employez le conditionnel? Parce que je pense que il y a pas de preuves. Il y a des preuves écrites, mais il n'y a pas qui ramènent à un certain document qui est le document original. Mais il n'y a pas de choses qu'il a dit face caméra. Oui, c'est ça. Par exemple, comme Bill Gates qui a dit face caméra, on fait tout ce qu'on peut il parle de la surpopulation et il dit
même en faisant tout ce qu'on peut, y compris avec la vaccination, on ne pourra réduire la population que de 10 à 15%. C'est Bill Gates. Il l'a dit face caméra, donc là, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas écrit. Donc on l'a... Et lui, McNamara, s'exprime ainsi: il faut prendre des mesures draconiennes de réduction démographique contre la volonté des populations. Réduire les taux de natalité s'est avéré impossible ou insuffisant. Il faut donc augmenter les taux de mortalité. Comment? Par des moyens naturels, la famine et la maladie. On est prévenu. D'ailleurs, non seulement on est prévenu, mais on voit ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas pour rien que les gens sont de plus en plus au chômage, etc. Tout est lié. Hein. Alors justement, vous, à propos de la réaction qu'on doit avoir à l'égard de ces informations, vous parlez de la métaphore de la grenouille. Dites-nous ce qu'elle nous apprend, cette grenouille. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Claire qui a trouvé ça, et je trouve que c'est assez juste, joli. Oui. Et c'est juste, il dit que si on plongeait une grenouille dans de l'eau bouillante, elle aurait le réflexe de sortir immédiatement, de sauter en l'air, mais que si on met une grenouille dans de l'eau froide et qu'elle commence à avoir un peu froid et qu'après l'eau se réchauffe un petit peu, elle dit tiens, finalement c'est pas mal, c'est assez confortable. Quand on réchauffe encore l'eau, elle dit ouais, ça va. Puis après elle dit c'est peut-être un peu trop chaud, mais bon, ça va s'arranger. Et en fait, elle finit par bouillir dans la marmite sans pouvoir sauter. Voilà. Et c'est ce qu'ils nous font à nous, oui. Et donc, il faudrait éviter de rester comme des grenouilles qui s'habituent à l'eau chaude. Claire Séverac, vous avez beaucoup d'humour, donc vos livres sont très agréables à lire. Et encore une fois, ils nous permettent d'ouvrir les yeux sur des sujets dramatiques comme la santé et les maladies qui nous entourent. Merci beaucoup Claire Séverac. Merci à vous. Je rappelle, Complot mondial contre la santé, édition Elie et Mado édition, mais on vous trouve sur Internet, sur Amazon. Et La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. Merci beaucoup Claire Séverac. Merci, bonsoir. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Dans leur campagne épique, qui traquaient Trotsky tremblant. Dans leur campagne épique, qui traquaient Trotsky tremblant. Bonjour Bruno de Castelet, merci d'être venu ce matin nous présenter une œuvre considérable, une œuvre qui relève à la fois de la rubrique patrimoine et de la rubrique art. J'ai nommé Les Chœurs Montjoie. Vous nous réjouissez depuis des années. Le premier CD des Chœurs Montjoie, c'est en quelle année? Le premier CD des Chœurs Montjoie-Saint-Denis. Montjoie-Saint-Denis, parce qu'il y a un autre chœur Montjoie sans Saint-Denis qui n'est pas, j'ose pas dire pas le bon, mais pas le même. Pas le nôtre. Et donc le premier disque du chœur Montjoie-Saint-Denis est sorti en 1979. 1979, absolument. Et donc vous avez enregistré 250 chants. Approximativement à quelques unités près. Sur les 750, vous m'avez dit, oui. Que vous considérez comme du patrimoine. Alors, quel patrimoine? Alors, le patrimoine, il est divers. Il est divers. D'abord, quand je dis le patrimoine, c'est celui que nous avons aujourd'hui emmagasiné, mais il y en a au moins autant, si ce n'est beaucoup plus, que nous n'avons pas encore trouvé ou exhumé. C'est un patrimoine qui est un patrimoine régional, c'est un patrimoine militaire, c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine religieux. En fait, c'est tout ce qui fait
les grands axes de la vie humaine. Oui. Et le chœur a été créé parce que, en 1979, Paul Robert, qui était une des chevilles ouvrières de la SERP, a constaté que les chants que nous chantions tous ou que nous avions chantés en famille, chez les scouts, en colonie, dans les mouvements, puis personne ne les connaissait. Et il a eu cette vision de la perte de cette mémoire, et il s'est adressé donc à des amis, dont Jacques Arnoux évidemment, à qui il a dit il faut qu'on enregistre. Et c'est comme ça que ce premier disque, Chants d'Europe, a été créé. D'ailleurs, le titre le dit bien, ce ne sont pas des chants exclusivement picards, bourguignons ou français, ce sont des chants de l'Europe. Alors, c'est ça l'idée géniale, c'est que nous sommes donc en 1979 et vous avez déjà la conscience des dangers qu'encourt l'Europe. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant. On a cette conscience parce que l'Europe a existé, elle avait le latin comme langue véhiculaire sur l'ensemble du territoire. C'est une réalité. Puis le français. Excusez-moi. Puis le français en langue diplomatique mondiale, absolument. Oui. Et nous nous sentons complètement européens, peut-être pas de l'Euroland, mais complètement européens. Non, comme dit Jean-Yves Le Gallou dans cette très belle vidéo que l'on peut trouver sur Internet, il faut la regarder, amis de TV Liberté, ni Lampedusa, ni Bruxelles, être européen. Et là, il nous offre une vidéo magnifique sur toutes les richesses de l'Europe, et c'est vraiment magnifique à regarder. Alors, nous avons commencé l'émission en écoutant le chant des partisans blancs. Ce chant est célèbre puisque c'est notre ami Serge de Beketch qui l'avait choisi comme indicatif à son émission du Libre Journal de Radio Courtoisie. Alors, pouvez-vous nous parler de ce chant ? C'est d'abord un chant traditionnel qui retrace une période d'histoire qui n'est pas une période française. Témoin de ce qu'on disait tout à l'heure, et qui est donc la lutte des officiers blancs de l'armée tsariste qui se battent contre les rouges. Et ce combat est révélateur. Il est l'illustration de notre vision des choses. Nous nous sommes battus, nous nous battrons encore contre tout ce qui est la culture de mort, les dictatures, les terrorismes, que le communisme... C'est la dictature rouge. Voilà, que le communisme a parfaitement mis en œuvre dans ses aspects les plus terribles. Oui. Alors ce chant est en effet magnifique et il entraîne. Parce qu'il faut quand même bien dire, comment expliquez-vous, parce que ces CD ont connu un succès extraordinaire, ces CD ont été chantés par les soldats, par les scouts, par toutes les familles qui avaient envie de bien élever leurs enfants. Comment expliquez-vous la force d'un chant sur un jeune homme, voire un garçonnet ? Et une jeune fille, puisque... Alors, je pense que la première chose, c'est que ces chants sont chantés de tout notre cœur, en essayant, comme d'habitude, conformément à la devise des Louveteaux, de faire de notre mieux. Oui. Aucun de vous n'est un chanteur d'opéra. Personne. Nous ne sommes pas des professionnels. Vous n'êtes pas des professionnels. Les vrais professionnels auront facilement toutes les critiques pour dire que c'est pas parfaitement chanté. Oui. Peu importe. C'est chanté avec passion, c'est chanté avec cœur, c'est chanté avec foi. Avec une énergie. Quand on écoute, j'ai envie de dire, c'est comme Woody Allen qui disait de Wagner, quand il écoute Wagner, il a envie d'envahir la Pologne. Eh bien, quand on écoute vos chants d'Europe et vos chants scouts et vos chants de chasse et les chants des paras, on a envie de passer à l'action. Et ça, c'est quand même merveilleux, je trouve. On a envie de marcher. Oui. Parce que la majorité de ces chants, nous les avons hurlés dans le vent en étant scouts, en étant en déplacement. Et à ce moment-là, on marche. Et dans les pèlerinages. Et à ce moment-là, on marche. Et le rythme de la marche était celui du chant et réciproquement. Oui. Ce qui fait que nous les avons enregistrés avec ce rythme. Et c'est ce rythme qui donne envie d'avancer. Oui. Ah oui, Et alors, c'est donc une réponse, en quelque sorte, à une certaine décadence. Alors, c'est une réponse au constat d'une décadence, à l'inquiétude que cette décadence provoque. Et donc, un certain nombre de jeunes hommes, ils avaient, on va dire, entre 23 et 30 ans maximum, à cette époque-là, se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils étaient chefs scouts, actifs ou, je dirais pas retraités, mais anciens. Ils étaient officiers de réserve. C'est dans le cadre des officiers de réserve et sur une manœuvre sur le terrain que j'ai fait la connaissance de Jacques. Ah oui. Ils étaient
futurs ou déjà pères de famille, ils avaient déjà conscience, et puis surtout, ils avaient chanté toute leur jeunesse. Ouais. Mon exemple n'est pas exceptionnel, mais j'ai chanté en famille, j'ai chanté en colo, j'ai chanté en classe, j'ai chanté chez les scouts. J'ai toujours chanté. Et quand... Et chanter est nécessaire. Chanter fait un bien considérable. Chanter, c'est une hygiène de vie. Si vous ne chantez pas, quelque chose restera coincé en vous. C'est une hygiène mentale, mais c'est aussi une hygiène physique. Oui. Et il suffit de voir comment, dans un groupe Oui. fatigué, qui peine sur sa route, Absolument. on lance un chant, le chant rythme la marche, et instantanément, le groupe se transforme en troupe qui avance. Oui, oui. Et c'est réellement... J'ai eu une expérience amusante sur le dernier pèlerinage de Chartres. J'ai vu passer une troupe d'enfants de 10 ans, fatigués. C'était pas des scouts, c'était des enfants de famille nombreuses et tout, entraînés par un ami. Et c'était la fin. Dans les derniers moments, ils étaient donc épuisés. Et on les a vus avancer, hurlant leur chant. On avait l'impression qu'ils pouvaient aller Au bout du monde. Au bout du monde, oui. Ça, c'était fantastique. Et puis, les rythmes de ces chants. Alors, on va entendre, pour illustrer notre propos, la Blanche Hermine, parce que la Blanche Hermine, c'est un chant des chouans. C'est un chouan magnifique que nous allons entendre. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tramons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tramons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front, et je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Vous voulez réagir sur cette Blanche Hermine? Cette Blanche Hermine est typique des chants écrits récemment sur une histoire ancienne, mais qui la traduisent parfaitement. Oui. Et quand on voit le déroulé du chant, et quand on voit les questions que se pose cet homme qui a une famille et qui veut partir se battre, parce qu'il a compris que se battre, ce n'était pas se défendre peureusement chez soi, mais c'était s'associer avec ses voisins pour défendre tous, pour défendre le groupe. Oui. Et je trouve que ça traduit réellement la volonté que les chouans ont eue, ont manifesté et ont prouvé sur le terrain de se grouper pour se défendre. Oui. C'est un bon message. C'est un très bon message, oui. Je voulais dire aussi qu'une autre de mes expériences, je regarde beaucoup les jeunes dans la rue, et pas plus tard que ce matin, il y avait un jeune qui avait un casque et qui devait chanter, qui devait écouter une musique quelconque, bien contemporaine, et tout d'un coup, il a redressé la main et fait ce geste extrêmement vulgaire qui se répand maintenant systématiquement et que l'on peut croiser 30 fois dans la journée. Et je me suis fait cette réflexion qu'en fait c'était la musique qu'il entendait qui lui provoquait ce geste, qui provoquait en lui de faire ce geste. Ce qui est quand même effrayant de conséquences. On est ce que l'on se fait en lisant, en apprenant, en chantant, en mangeant. Ouais. Et tous ces actes quotidiens et répétitifs, qu'on le veuille ou non, nous façonnent d'une certaine manière. À lire de beaux textes, à élever notre pensée avec des prières, à chanter une mémoire à qui nous devons notre liberté. Nous ne pouvons que nous élever, ou en tout cas tenter de nous élever. Absolument, absolument. Alors nous allons entendre aussi le Kyrie des gueux, qui est très très beau, qui est un canon. Qui est un canon. La force du canon, bon, c'est au sens figuré. Nous ne parlons pas de l'arme du canon. Le sens figuré du canon est fou. C'est un pouvoir d'entraînement extraordinaire. Dans n'importe quelle assistance, vous organisez un canon très simple, même Frère Jacques, ça marche. Et les voix se décuplent et on a l'impression que les gens découvrent leur force
ils découvrent qu'ensemble, on est tout. Vous savez, c'est cette histoire. Vous prenez une brindille, vous la cassez. Vous mettez 20 brindilles, vous ne casserez pas le fagot. Eh bien, c'est exactement la logique du groupe. Et c'est celle que nous défendons. C'est très très beau comme signification. Alors on va entendre le Kyrie des gueux, qui est une chanson très ancienne. Qui parle d'une histoire ancienne, mais je sais pas si elle est, je connais pas son histoire par cœur, mais je sais pas si elle est aussi ancienne que ça. En tout cas, elle montre que de toute façon, tout le monde revient à Dieu, et que c'est en revenant vers Dieu et en se tournant vers lui qu'on a le courage, qu'on trouve la volonté de continuer à avancer. Marchons les gueux, errant sans feu ni lieu, Bissac et ventre creux, marchons les gueux, Kyrie eleison, miserenos, erevenos, Kyrie eleison, miserenos. Alors vous avez décédé des chants à la Vierge Marie, qui ont un succès fou parce que vous avez repris des chants très anciens que le Concile a complètement éradiqués, du genre plus près de toi. Non, au ciel, oui, j'irai la voir un jour. Il m'est arrivé de la passer sur les ondes de Radio Courtoisie. Les vieilles personnes étaient dans un état de bonheur absolu. Donc, ce sont des là chants... aussi, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qui d'abord rappelle des souvenirs à nos aînés, Voilà, c'est vrai, oui. mais c'est un patrimoine de chants dont les musiques sont, c'est peut-être mal dit, mais musicales. Elles sont très belles. Oui. Elles sont très belles et on a envie de chanter, et on a envie de créer une seconde quand on ne la connaît pas ou de la retrouver. C'est instinctif, ça fait partie de la culture musicale. Ça fait partie de nos gènes. Oui. C'est ça qui est étonnant. On a l'impression que ces mélodies elles sont au fond de notre cerveau et que vous les réactivez. Nous les avons entendues dans une autre vie et que vous les réactivez. Et elles sont compatibles d'une culture musicale, d'harmonie, de construction, de régularité, qui dépasse un rythme binaire, monotone et permanent où seul le volume a droit de citer. Absolument. Je crois qu'en plus de ça, elles ont une fonction de formation des cerveaux. Oui. Parce que je pense que une certaine catégorie de musique est une musique totalement déstructurante. Décérébrante. Et que donc décérébrante. Et donc que les jeunes qui écoutent cette musique âgée continue deviennent idiots immanquablement. Ça, c'est clair. Alors que vos musiques sont des musiques extrêmement structurantes. C'est évident. Alors on va entendre le chant de la promesse scout, qui est magnifique. Très émouvant et tout un programme. Et tout un programme. Et si on écoute bien les paroles, jusqu'au dernier mot, en général, c'est très poignant. C'est très poignant. Moi, je suis en larmes en général Absolument. dès la première strophe. Et en vieillissant, ça ne s'améliore pas. Mais donc, nous allons entendre le chant de la promesse scout. Et je suis sûre que la production nous montrera des photos de jeunes scouts. Et ainsi, nous pourrons entendre la promesse. Je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en
fil tes apôtres, et chaque jour, je veux aider les autres pour ton amour. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Ta règle assure nous-mêmes un droit sacré. Je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse. Quel est le rythme de parution? C'est un par an? D'abord, il est très inégal. Oui. Il est très inégal parce que nous avons commencé avec une production annuelle ou tous les 2 ans, et puis ça s'est accéléré. Et puis, le travail n'est pas seulement celui de l'enregistrement. Un disque, c'est effectivement un support musical, donc il faut l'enregistrement. Oui. Mais c'est aussi, et c'est ce que nous avons cherché à faire, une pochette. Et une pochette qui n'est pas juste une enveloppe. C'est une pochette dans laquelle nous avons toujours un livret très joliment illustré. Un livret complet dans lequel on trouve des illustrations et surtout la totalité des paroles. Bien sûr. On part du principe que les gens qui achètent quelque chose qu'ils ne connaissent pas ont besoin d'être soutenus. Et s'ils ont envie de chanter, le fait de lire les paroles en les écoutant leur permettra de l'apprendre. Ce qui fait que dans la voiture, lors des longs trajets, maman qui ne conduit pas, quand elle ne conduit pas, ne faisons pas de sexisme, maman ou celui qui ne conduit pas peut lire et entraîner sa troupe derrière. Et alors je vais vous dire, l'expérience prouve, pour avoir utilisé ce principe dans la voiture familiale, que les enfants apprennent en un temps absolument record la totalité des paroles d'un CD. Ça, c'est agréable. Ce qui l'est moins, c'est quand ils sont petits, ils demandent 20 fois le même CD. Mais bon, c'est pas très grave. Et qu'à la fois, on a envie de casser l'appareil. Ceci étant, il existe un CD spécifique des chants d'enfants que le chœur a eu plaisir à enregistrer, y compris avec des enfants. Ah oui. Les nôtres et ceux de Riobon. Et alors, qu'est-ce que vous appelez les chants d'enfants? Ce sont des comptines, c'est Dame Tartine, c'est... Ah oui, je ne connaissais pas. Je connaissais pas ce CD-là. Je vous le montrerai. Vous le ferez écouter. J'ai enrichi mes connaissances. Et alors, un point important, comment se procure-t-on les chants du chœur Montjoie-Saint-Denis? Alors, je crois que le plus simple est encore d'aller sur Internet, de trouver avec l'adresse, alors n'importe quel moteur de recherche et dans lequel on demande chœur Montjoie-Saint-Denis permet d'y arriver. Et à ce moment-là, vous avez à la fois la présentation du chœur, la présentation des CD disponibles, et les adresses de tous nos revendeurs. On peut commander directement sur Internet, mais on peut s'adresser à un certain nombre de revendeurs. Il y a plus d'une trentaine de revendeurs à travers la France, à Paris, en banlieue parisienne et en province. Si je les présente comme ça, c'est que sur le site, pour faciliter la recherche, on les a regroupés. Et ceux qui n'auraient pas Internet... Enfin, si, bon, remarquez, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent ont forcément Internet, puisqu'ils nous écoutent sur Internet. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, chœur Montjoie Saint-Denis.org. Il en coûte? Il en coûte 20 € le CD pour tous, sauf une exception. Il s'agit du rosaire. Nous avons enregistré le rosaire avec les 4 mystères, joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, et avec une mélodie par dizaine. Donc, c'est un double CD, et lui, il est à 30 €. De toute façon, le chœur n'a pas pour vocation de gagner de l'argent. Donc, nous faisons les choses pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Et c'est un rosaire médité à chaque mystère. C'est quelque chose de très utile quand on a une longue route et qu'on peut l'écouter. On a la méditation, l'entraînement du chant. Bien sûr. Voilà, chers amis de TV Liberté, vous aurez compris que
que cette œuvre du Chœur Montjoint-Saint-Denis est non seulement belle, mais extrêmement utile et pleine d'énergie. Et pour tout cela, merci beaucoup à vous-même, Bruno de Castelet, à Jacques Arnoux. Essentiellement. Et à tous ceux qui tous les membres vous du chœur. entourent, qui sont tous très magnifiquement vêtus, comme vous pouvez le voir, avec un nœud papillon. À fleur de lys. À fleur de lys et ce joli blason sur la veste bleu marine. Merci beaucoup, Bruno Merci, de Castelet. Amis de TV Liberté, à très bientôt pour une autre rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance de rencontrer un grand écrivain pour cette rubrique patrimoine, parce qu'en fait, c'est un grand défenseur de la langue française. Et il attaque, bille en tête, ceux qui l'écrivent ou la parlent mal dans son blog. J'ai nommé, et dans ses livres, j'ai nommé Christian Combaz. Bonjour Christian Combaz. Bonjour, c'est pas mon sujet principal quand même. Non, non, mais c'est... mais comme vous êtes un grand écrivain, vous êtes allergique à tous ceux qui manient mal la langue. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez que cette détérioration de la langue est évidemment symbolique d'autres détériorations, d'autres déstructurations, et que c'est donc assez grave. Je rappelle quelques-uns de vos livres, puisque je vous connais depuis fort longtemps. Le Constance D, qui vous a lancé, L'éloge de l'âge, De l'Est, de la peste et du reste, Les sabots d'Émilie, sur l'éducation... D'Émile, avec un jeu de mots, oui. Sur l'éducation. Et vous sortez là, tout de suite, Votre serviteur, chez Flammarion, plus ou moins autobiographique, et pas à mettre en toutes les mains. Et vous préparez pour l'automne Le troisième âge est un tiers état. Et un dernier livre qui, lui, est aussi en librairie, Tous les hommes naissent et meurent le même jour. Alors, peut-être évoquer, avant que nous nous lancions dans le pamphlet, peut-être évoquer ce livre-là aux éditions du Cerf. C'est un petit livre, j'y tiens parce que les gens sont de plus en plus hâtifs dans leur curiosité, donc la curiosité sera satisfaite en peu de pages, mais elle porte sur des choses essentielles puisqu'il s'agit d'expliquer à un vieux monsieur à qui je m'adresse et qui a 90 ans qu'il n'est pas entièrement idiot de supposer qu'il y a quelque chose après la mort. C'est un vieux médecin qui doute, et plus il approche du terme, et plus il doute, et moi qui n'ai jamais douté, c'est une chance, me dit-on, mais c'est aussi une espèce de construction mentale. Hein. Je doute tellement peu que je me sens fort d'une argumentation acceptable, disons. Et en même temps assez multiforme, qui emprunte un peu à la science, un peu à la philosophie, un peu au pari pascalien. Et pas du tout à la religion ? Naturellement si, mais c'est le moyen de l'effrayer. Alors il faut surtout pas effrayer ces gens-là. Parce oui, que... il y a beaucoup de gens qui sont effrayés par la religion. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à quelqu'un à 90 ans qui doute de tout, si vous lui dites le Christ est là pour te répondre, il fuit. Donc il faut évidemment il faut réfléchir un peu et aborder la question autrement. D'accord. Et par exemple, par le biais de la morale, il y a une forme de morale qui confine à la théologie, car la non-violence du Christ est une forme d'affirmation de l'esprit, et si l'esprit existe, c'est qu'il n'y a pas que la matière. Et, oui, très bien. Ah oui, non. Mais vous êtes redoutable. Hein. Vous raisonnez, voilà, vous raisonnez, et c'est très agréable de suivre vos raisonnements. Vous disiez d'ailleurs que ce médecin était un accoucheur. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant parce que c'est quelqu'un qui... S'il y a un mystère de la vie... Qui arrache les gens à ce qu'ils croient être le néant, et qui leur dit au revoir, enfin adieu, avant ce qu'ils croient être le néant. Alors j'essaie de lui expliquer que ces deux néants se rejoignent et que la physique quantique nous permet de supposer qu'il y a probablement un royaume de l'information, un royaume où le temps ne passe pas, un royaume où le temps ne passait pas avant que nous naissions, et il ne passera pas après que nous mourions. et donc cette idée, d'où le titre,
le paradoxe du livre se résume assez bien par le titre qui est par la phrase nous mourrons, en fait le Christ, Jules César et Socrate meurent au même instant. Le jugement dernier, c'est au même instant pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que si vous quittez un ordre où le temps est roi, si le temps cesse d'être roi, le temps est écoulé pour tout le monde. Et s'il est écoulé pour tout le monde, il l'est forcément à la même seconde. Par conséquent, la fin de l'histoire, c'est tout le temps. Si je passe sous un autobus dans un quart d'heure, je connaîtrai la clé des songes. Bien sûr. Voilà. Ou la clé du paradis. Oui. Et alors, nous sommes rentrés en contact parce que j'ai lu en allant voir votre blog, christiancombaz.fr, que vous étiez extrêmement sévère avec la langue de notre président en titre, Hollande, qui en effet s'exprime de façon assez étonnante. Carrément burlesque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce de pudeur qui impose à nos commentateurs sérieux, disons Le Point à l'Express, etc., de ne pas relever l'anomalie profonde d'une expression pareille à la tête de l'État, mais quand l'interdit sera tombé, quand les langues se délieront, on montrera à quel point on est vraiment dans une période tout à fait exceptionnelle de l'histoire de France. D'ailleurs, les phrases de François Hollande à certains moments, lors de certaines conférences de presse, notamment où il n'a pas le guide-champ du texte qui lui a été composé avant, lorsqu'il est livré à lui-même dans la nature, il ne finit jamais ses phrases, on conçoit très difficilement comment s'articule son argumentation. Généralement, elle s'articule avec des prépositions ou des adverbes complètement mal placés, je vous dis. Mais il nous dit des choses, par exemple, il faut étancher une douleur. Je sais pas, mais on n'étanche pas une douleur. C'est un exemple, mais il y en a tant, je vous dire. Je donne cet exemple que vous citez. Il parle de la haute autorité du CSA. Ouais. Je veux que la haute autorité, celle qui est chargée justement, celle qui nous a révélé, si elle va rendre des rapports et s'il y a des situations, elles seront dénoncées. Là, il a dû être très ému parce que il y a des débuts de phrases, il y a des sujets, mais il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément. Et c'est-à-dire qu'il est exactement comme un enfant qui courrait après 4 papillons successifs avec son épuisette. Vous voyez, il change de papillon à peu près 3 fois dans la même phrase. Donc, Et puis alors, il y a quelque chose d'assez effrayant, c'est la France, elle est. Oui, ça, on en a beaucoup parlé. C'est vrai, bon, il paraît que c'est une forme correcte. Mais elle est tellement répétitive. Et en plus, surtout, le vrai problème, c'est c'est une forme très bébé. Oui. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est cette espèce d'infantilisation permanente du langage qui fait qu'on a l'impression d'être dans Casimir. C'est lié aux enfants. C'est ça, oui. Et en plus, il y a le ton qui va avec, parce que je me permets de vous rappeler que les imitateurs l'imitent extrêmement bien, Laurent Gérard notamment, qui est absolument irrésistible. Cette espèce de façon de murmurer la fin de ses phrases dans un style très chantant, et je m'adresse à mon bébé avant le coucher, enfin, c'est vraiment quelque chose... bon, bref. Et il y a quelque chose de gênant aussi, c'est l'emploi du jeu. Le roi disait « nous voulons oui. », il y a une raison pour cela. Alors, cet emploi du jeu est très fascinant parce que à chaque fois qu'il peut s'arroger le bénéfice de quelque chose, c'est moi je. Ouais. Mais dès qu'il s'agit de mettre en lumière une responsabilité, un éventuel échec, c'est nous. C'est systématique. Donc ça s'appelle, en économie, ça s'appelle une mutualisation des pertes. Oui, je veux dire. Donc, enfin, tout ça, je pense que les vrais spécialistes qui la ferment, il n'y a pas d'autre mot pour l'instant, un jour ou l'autre l'ouvriront et écriront des livres sur le sujet. J'espère que par mes articles assez récurrents quand même, oui. Je vais pouvoir leur donner des pistes de recherche, parce que... Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, puisque nous sommes dans cette rubrique du patrimoine, sur l'enseignement de la littérature orale, est-ce que notre ministre de l'Éducation nationale prend la bonne route pour... C'est très difficile d'enseigner une règle quand, par exemple, dans la littérature, justement, il n'y en a plus. C'est très difficile de montrer que le récit chez Balzac s'organise, se met en scène, s'introduit, et parallèlement, vous leur dites que Houellebecq, c'est bien écrit.
C'était très difficile. Alors d'ailleurs, Houellebecq lui-même est assez amusant parce que comme il a une sorte de complexe, comme tous les gens qui font du Gainsbourg, c'est-à-dire qu'en fait, il prend des éléments partout, il imite, et puis surtout, il y a une espèce de saleté, je veux dire, au sens Gainsbourg, c'est-à-dire, je fume, je ne me lave pas les mains qui sont jaunes de tabac. Ne dites pas le reste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... parce que je le sens venir. Non, mais il y a vraiment quelque chose En tout cas, moi, j'y pense. Oui. Il y a du sampling, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'il fait du sampling littéraire. Sampling, ça veut dire? Sampling, c'est-à-dire échantillonnage, il prend des morceaux de phrases ou des situations, bon... Alors, il explique que c'est normal, parce que maintenant, la littérature, c'est ça, comme la variété en matière musicale consiste à saucissonner des morceaux. Absolument, et de mélanger les styles. Alors, donc, du coup, il a l'impression d'être dans une esthétique moderne. D'autre part, il y a vraiment, j'insiste sur ce parallèle entre Gainsbourg et Houellebecq, parce qu'il me paraît intéressant, et tellement moderne, mais une modernité quand même un peu au rabais. Il y a ce côté, j'admire les grands anciens tout en m'en moquant. Quand quelqu'un débine les grands anciens devant moi, c'est ce que faisait Gainsbourg sans arrêt. Oui. Je me retourne vers lui sur un plateau en disant « Tu n'as pas le droit de parler de Chopin comme ça ». Donc je me pose en défenseur des grands anciens. Mais en même temps, je leur tire dedans en permanence, en pratiquant une littérature, ou une musique au rabais. Et donc c'est ce qui faisait énormément, que Gainsbourg faisait énormément, et que Houellebecq pratique en littérature à peu près constamment. Constamment, cette façon de dégrader la légende tout en essayant d'y entrer. C'est-à-dire que c'est un comportement de ça profite. C'est-à-dire ces champignons qui se grèvent sur un grand arbre qui bouffent sa sève. Voilà, pour revenir à votre question, comment voulez-vous expliquer à des enfants de 14 ans que la littérature... un peu collet-monté de la fin du siècle dernier, a une valeur quand ils lisent par hasard un livre par trimestre, c'est du Virginie Despentes ou c'est des invectives dans la salle de bain ou un personnage, mais je n'exagère pas parce que Virginie Despentes c'est comme ça, les personnages se masturbent une scène sur deux. Bien sûr. Donc alors vous pouvez pas expliquer à des lycéens que la littérature c'est une façon de penser un peu canalisée puisque l'absence de canal est devenue la règle hors du collège. Donc voilà, bon. Donc la Valo Belkacem, elle travaille aussi avec une réalité qui est... C'est sûr, oui. Alors le problème, c'est qu'elle court après. Et au fond, c'est tout le problème des mauvais pédagogues. C'est-à-dire que quand on court après ce qui existe, pour essayer de se faire tolérer, ça n'a jamais été la mission du professeur. Le professeur ne court pas après ce qui existe pour essayer d'être toléré. Il essaye justement de canaliser, de révéler les gens à eux-mêmes. Alors c'est assez fascinant parce que vous voyez comment s'appelait ce film avec Robin Williams qui a eu tant de succès. Le cercle des poètes disparus. C'est un peu le contraire. C'est à la fois une philosophie de la écoute-toi toi-même et vois ton exigence, mais le type avait quand même une véritable exigence. Alors aujourd'hui, c'est je m'assieds au milieu de vous et nous allons apprendre ensemble s'il y a quelque chose à apprendre. C'est terrible. Alors ça, j'en ai parlé depuis longtemps, parce que j'ai écrit un livre sur le sujet il y a fort longtemps qui s'appelait Les sabots d'Émile. Oui. Qui avait été très bien vendu à l'époque, où j'essayais de montrer que l'école normale, enfin normale au sens, la normalité de l'école, ça devrait être d'accentuer la concentration sur quelque chose, quelques petites choses au pluriel, au lieu d'ouvrir sans arrêt le champ. On pratique aujourd'hui l'école de l'ouverture permanente au monde. Quand la boîte est ouverte tout le temps, on ne peut rien ni empiler. Il n'y a plus de papillons. Voilà, absolument. Vous avez beau chasser les papillons, s'il n'y a pas de boîte pour les mettre, vous ne les observerez jamais. Or, en fait, comme il n'y a pas de boîte, la plupart des jeunes gens aujourd'hui sont formés à ne jamais refermer la boîte. Parce que ce serait une fermeture à l'autre, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas bien du tout, la fermeture. Absolument. Non. Alors donc, en gros, ce qu'on appelait autrefois, dans l'éducation, avait une importance considérable. J'ai fait les écoles chrétiennes, il est vrai. Le recueillement. Le recueillement est aussi un acte cognitif. Bien sûr. Quand on se recueille sur quelque chose. Voilà, absolument. Et donc, voilà, quel que soit, par exemple, l'art musical, on ne peut pas apprendre la musique sans un certain recueillement. Et sans un certain travail. Travail et recueillement vont généralement. Oui, c'est très joli ce que vous dites. Donc en gros, le lecteur lui-même, normalement, devrait être invité à un certain recueillement par les livres. Or, au fond, c'est un peu le contraire. La littérature, de plus en plus, les journaux, tout ça, confinent au zapping. Au-delà de 10 lignes d'articles, c'est déjà trop.
très souvent, encore récemment, parce que d'ailleurs j'en ai parlé dans un livre futur, je vais voir Fixot, c'est un mystère pour personne, j'avais une bonne idée. Il me dit effectivement c'est une très bonne idée, revenez me voir, on se voit. À la fin on a buté sur cette impossibilité pour moi de faire des phrases de moins de 1 ligne et demie. Donc j'ai dit désolé mais j'ai pas l'habitude de faire des phrases de moins de 1 ligne et demie. Et pour lui c'était une fin de non-recevoir. Ce qui explique que vous soyez un écrivain. Et Fixot peut-être pas tout à fait un éditeur de littérature. C'est quand même l'éditeur qui... fait des best-sellers, c'est différent. Quand on a parlé de la Valoir, il m'a dit qu'en effet, ce que je réclamais était lamentable, alors que pour moi, ça représentait 3 ans. Donc, non, mais c'est une tristesse. Bon. Il y a aussi une notion qui disparaît, enfin qui est obsolète, c'est le modèle. C'est le modèle dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce que depuis, grosso modo, là, depuis le regard narquois de Cohn-Bendit, dont il est beaucoup question en ce moment, puisqu'il vient de devenir français. Oui, on est heureux. Cette photo où l'on voit le regard narquois de Cohn-Bendit dit à peu près toute son époque. À partir du moment où cette image a été déifiée littéralement par les médias pendant une vingtaine d'années. L'adolescent moyen a très bien compris ce qu'il était loisible d'adopter comme attitude de défi vis-à-vis de l'autorité, puisque c'était sanctifié par le Nouvel Obs et même désormais par le Figaro, parce que ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir l'extraordinaire uniformisation d'une espèce de doxa, même non écrite. Hein. Tout le monde a absolument digéré ce qu'il fallait dire de l'autorité en général. Tout le monde parle de tradit dès qu'un chrétien va à l'église, c'est un tradit. C'est vrai que c'est un comportement traditionnel. Oui, enfin, bon. Ça ne fait que donc, 20 siècles. Il y a effectivement, on enferme chacun et chaque chose dans une espèce de prison de mots, et alors personne ne peut en sortir. Enfin, soi-disant, parce que pour avoir vécu les 40 dernières années au comptoir de province, au comptoir au pluriel, la France vraiment profonde, que j'ai d'ailleurs décrite dans un livre qui a eu un succès misérable, alors qu'il disait tout ce qui a du succès aujourd'hui. En 2012, j'ai publié un livre qui s'appelait Jean de Campagnol, Jean au pluriel. Et en gros, ce livre, c'est exact, et chez le même éditeur en outre, la France périphérique qui a eu tant de succès 2 ans après. Alors, quand j'ai publié ce truc, le sous-titre, c'était « À l'écoute de la France qu'on n'entend plus ». Eh bien, c'est exactement le thème qu'ont adopté les médias lors de la publication de la France périphérique. Ou alors, peut-être, j'avais pas le même réseau. Mais en tout cas, il est possible que j'ai pas eu le même réseau. Mais j'invite les gens qui en seraient curieux à se procurer au moins les passages qui sont sur mon blog. Je vais d'ailleurs en augmenter le nombre pour qu'ils puissent faire une idée. Pour en revenir à mon sujet, la France périphérique, la France de la province que je connais bien, est une sorte de conservatoire. Elle attend le moment favorable pour montrer qu'elle n'a jamais disparu. J'ai envie de dire Dieu merci. Bah oui, il y a beaucoup de sociétés savantes, il y a beaucoup de gens qui parlent un français convenable, il y a beaucoup, par exemple, de peintres qui continuent à cultiver l'art du portrait, ils n'ont plus la moindre subvention, ils n'ont plus la moindre salle d'exposition, rien, mais ils continuent. Ils continuent à travailler. Ce sont les feux de la rampe des grandes capitales qui affolent. Moi, en tant qu'ancien directeur de centre culturel à l'étranger, en Europe, Milan. En gros, je gagnais assez mal ma vie et je l'ai plus gagné du tout parce que je me suis disputé avec mon éditeur. Ou c'est plutôt le contraire, c'est mon éditeur qui s'est disputé avec moi. Et donc, j'ai dû trouver un moyen de vivre et j'ai dirigé un centre culturel français à l'étranger. J'étais stupéfait de voir que la culture qu'on nous envoyait, c'était pas la culture que les gens au milieu desquels nous vivions, en l'occurrence les Milanais, nous réclamaient. Non, c'était celle que le ministère des Affaires étrangères voulait propager. Bien sûr. Donc c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que les Milanais voulaient entendre parler d'Edith Piaf. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que j'ai assisté pendant ces semaines-là à une espèce de volte-face. Edith Piaf était ringarde et il ne fallait que de l'électromusique. Mais quand Edith Piaf a eu un Oscar à Hollywood avec le film de La Môme, c'est devenu une obligation. Oui. C'est incroyable. Oui. J'ai vu la vitrine de l'Institut culturel à Cracovie, l'Institut culturel français, et j'ai été effondrée. Il n'y avait que des bandes dessinées que je ne connaissais pas, des choses très bas de gamme, et je me suis dit, Cracovie... Oui, alors en plus il y a un aspect, indépendamment du langage, de la BD, etc., il y a un aspect idéologique proprement dit qu'il faut souligner, c'est que moi, toutes les classes bilingues de Lombardie
dont j'avais la charge, on m'incitait vivement à envoyer mon adjoint créer des sessions entières de réflexion sur le racisme. C'est-à-dire que non seulement on exporte notre langue très mal, puisque c'est la langue de la BD, mais en outre, il faut un message avec, et le message, c'est la diversité, etc. Donc en gros, ça fait beaucoup. Des gens localement qui voulaient un cycle de conférences sur Stendhal, on leur propose Grand Corps Malade. Oui. Donc c'est un léger problème. Oui. Un léger problème. Christian Combaz, le temps passe très vite en votre compagnie, mais vous allez revenir. Vous revenez dès que ce prochain livre sur le livre de l'automne, le troisième âge est un tiers état sera sorti, et nous continuerons cette conversation avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Christian Combaz. À très vite, amis de TV Liberté, pour une autre chronique de Perles de